La dernière table ronde de la matinée avec des témoignages du terrain. Merci Cyril. Sur le thème, donc, respect des délais de paiement, une des clés de la relance. Je vais accueillir Bénédicte Caron, qui est vice-présidente de la CPME, qui va monter sur scène en compagnie de Michel Dumont, qui est élu confédéral, que je l'ai vu dans le fond de la salle, élu confédéral de la CAPEB, qui a bien voulu quitter quelque temps ces chantiers, le temps des assises. Je le remercie. Olivier Ballas, lui, nous attend en duplex de la région de Lyon pour nous présenter et nous parler de les questions de délai de paiement pour son entreprise Ballas Textile. Vous verrez que c'est un projet très intéressant. Et avec nous également Stéphane Lejamble, directeur financier et performance chez GRDF. Mais bien sûr, messieurs les présidents, vous êtes chez vous, comme disait Patrick Martin, installez-vous. Voilà. Voilà, tout le monde est là. Non, 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 non. Vous êtes toujours chez vous, d'autant plus que vous ferez ensuite la conclusion de nos travaux d'ici une grosse demi-heure. Je vous laisse choisir, voilà. Alors, on commence avec vous, Bénédicte Caron. Voilà. C'est le jeu des chaises musicales. Mettez-vous sur la même. Voilà. Je ne sais pas comment je fais. Bénédicte Caron, on va commencer avec vous. Vous avez un micro? Oui, vous êtes juste à côté de vous. Mais bienvenue tout d'abord, parce que vous venez de Toulouse, si mes souvenirs sont bons. De Toulouse, non? Non, de Rouen, simplement. La Normandie, c'était compliqué. La Normandie. Ce matin. Toulouse, c'était Isabelle Coste. Voilà, pardonnez-moi. J'avais reconnu l'accent. Vous avez un problème avec les femmes. Non, alors. Même, hein, donc on va essayer d'en profiter. Hein. Oui, il se passe quelque chose depuis ce matin tôt. Je ne peux pas vous en dire plus. Je fais du teasing, là. Donc, Bénédicte Caron, pardon, vice-présidente de la CPME, on va redevenir sérieux parce que cette question de la facturation électronique, du respect des délais de paiement, de la relance, etc., tout ça est très, 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 très lié. Et c'est vous qui, lorsqu'on a préparé ces assises au téléphone, c'est vous qui m'avez dit ça va être une révolution. Alors oui, ça va être une révolution, la facturation électronique. Mais avant de vous dire pourquoi je pense que c'est une vraie révolution et que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin me semble très bien, mais me semble sous-estimer le problème, oui. Je voudrais d'abord faire un état sur l'état actuel. Vous lancez un petit mot sur l'état actuel de la facturation. Aujourd'hui, quand on parle de délai de paiement, on pense au dernier maillon de la chaîne. Il ne faut pas oublier que le délai de paiement, c'est celui qui signe ou qui envoie son virement à la fin d'un processus qui est long. Et c'est toujours le dernier sur lequel on tape sur la tête. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire que j'étais obligée de me fâcher avec des fournisseurs. Moi, je suis chef d'entreprise et je suis en activité. Donc, je reçois des factures. Et j'étais obligée de me fâcher avec des fournisseurs qui mettaient un temps fou à envoyer leurs factures. Et comment vous voulez qu'en entreprise, on mette moins de temps pour régler une facture que le fournisseur à l'envoyer. Et ça m'est même arrivé, et on en a discuté l'autre jour, ça m'est même arrivé avec un fournisseur avec lequel nous n'arrivions jamais à se mettre d'accord, de prendre une enveloppe postée, d'aller à la gendarmerie, de la faire ouvrir par les gendarmes pour prouver à la DGRSF, puisque vous avez quand même des contrôles qui interviennent dans des PME et des TPE, pour faire voir que ce n'était pas forcément que de ma responsabilité quand on met 20 jours à envoyer une facture. C'est-à-dire qu'il y avait on trichait un peu sur la date, c'est ça? Si je comprends bien. Non. Vous avez tout simplement à la base, dans une entreprise, une procédure qui n'est pas tout à fait bien mise en place, avec une collaboratrice qui voit sortir les factures de l'imprimante, et c'est pas très agréable hein, comme boulot, de les plier en trois et de les mettre dans une enveloppe, et qui garde la pile bien sous le coude. Puis quand ça commence à se rendre compte que les factures du 1er octobre sont pas encore parties et qu'on est le 15, et ben là, voilà. Sauf que moi, j'ai des délais de règlement à 30 jours, et que la facture, quand elle arrive le 22 chez moi, ben c'est très compliqué de la renvoyer en temps et en heure. Donc ça, c'était une aparté, en sachant qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'à l'heure actuelle, c'est pas demain, mais à l'heure actuelle, on a à peu près 50% de nos factures qui arrivent par voie postale, même encore actuellement, après la pandémie de Covid, et 50% qui arrivent, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, je me permets, vous oubliez votre nom de famille, mais de... Isabelle Coste. Voilà, mais qui arrivent par voie dématérialisée. Alors après, moi je vais vous dire, je suis très contente de la facturation électronique, parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a plein de fournisseurs, notamment pour nous en tant que de PME, qui nous demandent de les recevoir par voie électronique. Ça signifie qu'à chaque fois, vous avez un mail pour vous dire « Votre facture a été mise à disposition ».
Très bien. Vous avez un mot de passe, vous avez un code d'accès, vous ouvrez un compte, tout ça pour aller chercher une facture. À un moment donné, je crois que quand elles arrivaient par le facteur, je crois bien que ça allait encore plus vite. Donc, à un moment donné, la facturation électronique et Chorus Pro, ou enfin, la façon dont on va pouvoir travailler demain, va nous faciliter la vie, puisque vous allez aller une fois par jour sur le site, imprimer vos factures, ou les archiver de façon électronique et les traiter, mais au moins on n'aura pas à faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu le plan galère quand même. Le plan galère. Et donc, vous dites, vous utilisez déjà pas mal la dématérialisation quand même, notamment comme chef d'entreprise. C'est directrice générale de Super U, là je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, on utilise déjà pas mal la dématérialisation. Moi, je suis dans le commerce, je travaille énormément avec Chorus Pro, énormément avec les collectivités. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, il faut le reconnaître. Mais je pense que la facturation électronique, ce n'est pas une... Vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit ici, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Ça veut dire que c'est une révolution qui vous fait peur ou dont vous espérez qu'elle aura des avantages positifs? Parce qu'on ne sait jamais avec les révolutions, hein. Alors, on va prendre les bons côtés des choses. Elle va forcément avoir des effets positifs et négatifs. Les effets positifs, il faut être très clair, c'est qu'on va fonctionner complètement tout en dématérialisation et ça va être plus simple à gérer que ça ne l'est aujourd'hui. Où vous avez des factures qui arrivent de multiples façons, c'est très compliqué à gérer aujourd'hui dans une entreprise. Après, il faut être aussi conscient d'une chose, c'est que vous avez des entreprises, des chefs d'entreprise, de PME, de TPE, qui font des factures sur une feuille de papier avec un stylo. Donc pour eux, Chorus et la dématérialisation, c'est pas gagné. Donc j'ai très très peur quand même qu'au passage, on perde ou on fragilise énormément d'entreprises, et notamment les plus petites, bien évidemment. On a énormément de TPE qui vont pas suivre, qui vont pas y arriver. Alors après, il va falloir énormément travailler avec les experts comptables, oui. Sauf que quand on entend parler du e-voicing ou du e-reporting, et qu'aujourd'hui, à juste titre, on nous demande de répondre et de dire, voilà, je viens de payer ma facture. Il y a combien d'entreprises en France et de TPE et de PME qui ne font même pas leur comptabilité une fois par mois? Pour tous ceux qui sont à la TVA au trimestre, les experts comptables leur demandent d'avoir les documents pour faire la TVA au trimestre. Et là, on nous parle, avant le 4 novembre pour le mois d'octobre, d'avoir donné toutes les informations disponibles du mois d'octobre. Pour, je ne sais pas comment vont faire les hommes de chiffres, et notamment les experts comptables, mais à moins que le 1, 2, 3, 4 se démultiplie en 35 jours, mais c'est infaisable pour tout le monde. Et on parle d'une comptabilité mensuelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entreprises de TPE. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une évolution, mais ça va être une révolution. Alors qu'on va passer dans des belles PME parce qu'il y a des services comptabilité dont on va modifier toutes les procédures, mais ce n'est absolument pas le cas dans une TPE. Je crois qu'il y a une question de Charles Battista en direct. Une question. Là, ouais. Moi, j'ai une question. C'est comment on fait pour y arriver et faire en sorte qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin, des TPE, des PME. Comment on fait et profitons, il y a des gens de l'administration qui sont là, c'est de leur dire très clairement ce qu'on attend, ce qu'attendent les TPE et les PME, et comment il faudrait s'y prendre pour justement être encore plus précis dans l'accompagnement. Et s'il faut repousser des délais, il ne faut pas hésiter de les repousser. On ne va pas tuer des boîtes, parce qu'il va y en avoir déjà pas mal qui vont disparaître. Je pense que la première étape, ce n'est pas une mauvaise étape. Que toutes les TPE et les PME puissent les recevoir, pour moi, c'est plutôt positif pour les entreprises. Ce que vous avez dit tout à l'heure en disant il faut que tout le monde s'y mette, ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, le plombier qui a été réparé les toilettes de l'école maternelle, il envoie bien sa facture sur Chorus. On a vu tout à l'heure que les taux de retour étaient importants. Le plombier, il arrive bien à le faire aujourd'hui. Donc demain, il faut bien qu'on emmène quand même tout le monde dans ce processus-là. Donc la première étape, elle n'est pas compliquée. Moi, elle ne me semble pas énorme, même pour les entreprises. À l'inverse, la deuxième étape, qui est de les mettre dans l'objectif de faire les déclarations de TVA en démat, chose que je comprends très bien pour l'administration fiscale, là, on a une vraie marche. Ce n'est pas une marche, de toute façon. C'est un escalier à monter. Et là, ça va être très compliqué. Alors, on va réfléchir. Moi, je travaille aussi avec l'administration aujourd'hui, avec ce groupe, pour trouver les meilleures idées, les meilleures solutions. On en a, tout doucement et sûrement, à amener
pour aller et pour accompagner des entreprises. Mais voilà, il faut être conscient qu'il y a des entreprises qui font encore des factures papier. Donc voilà, vous avez des chefs d'entreprise dans l'agriculture, dans le maraîchage par exemple, qui vous amènent des factures papier. Il faut le rappeler, vous avez tout à fait raison. Hein. Votre voisin, Michel Dumont, élu confédéral de la CAPEB. Hein, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on s'était déjà vu, je crois. Je ne sais plus si c'était ici même. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au téléphone. C'était au téléphone. Sur un chantier. Il y avait beaucoup de bruit. Non, c'est pas tellement le bruit. C'est que je trouvais vraiment formidable qu'on parle des gens de terrain là et que non seulement vous y êtes sur le terrain, mais que vous y travaillez réellement. Sincèrement, quel temps vous accordez par exemple à la facturation? Tous les dimanches. Voilà. C'est le travail d'un chef d'entreprise et vous avez parlé très bien, madame, des TPE. Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire madame, n'oubliez pas déjà pour la dématérialisation où on fait de la pédagogie, où on accompagne nos organisations professionnelles là-dessus, on fait tout ce que l'on peut, mais il va falloir arrêter de nous laisser en zone blanche. Parce que quand on dit entreprise, il faut dire aussi ruralité. Oui. Et vous savez que la ruralité, vous avez des endroits où il y a des zones blanches, où c'est très compliqué de travailler d'une manière dématérialisée. Alors, il faut dématérialiser le plus vite possible. Chorus Pro, oui. Alors, je vais vous parler de délai de paiement. Chorus Pro, c'est vrai, ça paie très bien, ça va très vite, mais il faut y arriver. Parce que nous, je représente les entreprises du bâtiment, c'est tout le cheminement entre que ma facture sorte de chez moi, même si elle part par Internet, chez le maître d'œuvre, chez l'architecte, qu'elle soit visée, même une facture mensuelle, ça met des fois des jours et des semaines avant qu'elle arrive sur Chorus. C'est là que c'est très compliqué et qu'on a des délais de paiement qui sont pour nous beaucoup trop longs, qui ne sont pas de l'administration, qui sont tout simplement techniques, parce que la technique est compliquée. Et je pense que quand on demande des acomptes mensuels sur des marchés publics ou privés, ça devrait aller beaucoup plus vite. Là, je parle maintenant à l'élu représentant la CAPEB. Sur le plan des délais de paiement, le bâtiment, la construction a toujours c'est une zone un petit peu qu'on a du mal, sur laquelle on a du mal à comprendre quels sont les vrais délais de paiement. Vous pouvez nous les repréciser un peu ? Oui, c'est compliqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je fais mon devis, je vais signer mon marché, que ce soit un marché public, marché privé. Le problème, il est que déjà, je fais un devis en fonction de la profession que j'ai, un devis à long terme. Ouais. Parce que moi, par exemple, je suis charpentier et couvreur, j'ai une entreprise de charpente de couverture spécialisée en patrimoine ancien. Il faut que les murs soient levés, il faut que le maçon et le pierreux ait fait son ravalement, il faut qu'il ait fait tout ça pour que moi j'arrive. Donc déjà, entre mon premier acompte et le deuxième, il se passe énormément de délais. Et vous verrez pourquoi, je vous parle de ça tout à l'heure. Mais après, la complication, c'est que mensuellement, dès que j'attaque mon chantier, je vais demander mes acomptes, et c'est là qu'il y a un délai qui est très long entre ma facture d'acompte, même si elle est dématérialisée, pour aller chez le maître d'œuvre, qu'elle arrive en mairie, qu'elle soit contrôlée, deuxième contrôle, et qu'après elle soit sur Chorus, que Chorus me paie instantanément, oui, mais vous voyez que ça fait du délai. Et si je vous parlais de délai de paiement, et si je vous parlais de délai de chantier, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ingérable. Et vous n'allez pas me dire ce que m'a dit le ministre de l'économie à mon président et à moi-même quand je suis allé le voir il y a 1 mois et demi, qui nous a regardé de haut en nous disant « Mais messieurs du bâtiment, vous avez des problèmes de riches, vous êtes en croissance, vous avez beaucoup de travail, vous manquez de salariés ». Et moi, je me suis permis de dire le problème de riches va vite changer et va vite ternir. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Nous avons des TPE, des PME qui travaillent à perte sans le savoir. Ils travaillent à perte sans le savoir parce que dans les 6 mois de délai de fabrication du matériau et qui soit assemblé sur le chantier, nous avons des prix de matériaux qui passent de 100 à 200%. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en plus avec la crise des matières premières, etc., c'est impossible de faire un devis. C'est catastrophique. Aujourd'hui, nous avons les négociants, des négociants nationaux qui nous font des devis avec marqué en bas délai 15 jours. Comment voulez-vous, moi qui suis un gros œuvre en élévation de toiture, je fasse 15 jours de garantie. Comment vous faites, Michel, alors comment on fait? Notre ministre nous a aidés sur la médiation pour les marchés publics.
problème de la médiation, et vous savez que j'en suis très convaincu, je l'avais dit il y a 2 ans, c'est que c'est long. Et qu'en ce moment, c'est une course contre la montre. Quand je dis c'est une course contre la montre, c'est que je suis très inquiet. Aujourd'hui, vous avez des entreprises que vous voyez courir partout, qui font des heures supplémentaires à outrance pour arriver à faire leur chantier. Les chantiers, ils ne les finissent pas parce qu'il manque un matériau. S'ils ne le finissent pas, ils ne peuvent pas faire la facture définitive. On va arriver au mois de février, on va arriver au mois de mars, au mois d'avril, les comptables vont faire les bilans, les banquiers vont s'apercevoir de la catastrophe du bilan. Vous avez des entreprises qui vont fermer si on ne les aide pas. Nous avons des entreprises qui ont très bien géré avec les PGE, qui ont très bien marché, qui ont très bien fonctionné. Tout ça c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on achète, je fais un devis avec un prix de matériaux, je ne sais pas quel prix je le paierai dans 2 mois quand je vais faire mon chantier. Et là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Alors, la médiation pour le public, ça peut marcher. Par contre, pour le privé, alors là, il faut qu'on soit tous des médiateurs professionnels. On essaie de l'être. On accompagne à la CAPEB les entreprises. Mais c'est très compliqué parce que... Vous savez, comme les 2 médiateurs nous ont fait l'amitié de rester, moi je vais demander à Pierre Pelouzet s'il veut prendre le micro et essayer d'apporter des éléments de réponse à Michel et à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Michel. D'abord, la médiation, c'est le public et le privé. Donc, il ne faut pas hésiter à nous saisir, qu'on soit en travers d'acteurs publics ou d'acteurs privés. Ceci étant, je vous rejoins, on est sur une course contre la montre. Et même si les médiateurs vont très vite, parfois, il faudrait pouvoir aller encore plus vite. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on pousse à la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir besoin de médiation. On devrait avoir des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui comprennent toutes ces problématiques et qui réagissent intelligemment, en étalant le plus possible les hausses de prix, en vous donnant le plus de visibilité possible, et des clients de l'autre côté qui ne se contentent pas de vous dire on a un contrat et puis c'est à prix ferme et débrouillez-vous, et qui ne vous mettent pas des pénalités de retard. Donc autant on pousse évidemment à utiliser la médiation parce que c'est une des solutions qui existent et qui vous permettent de sortir par le haut de ces difficultés, autant on pousse tout le monde à être le plus solidaire possible, le plus intelligent possible et le plus pragmatique possible. Personne n'a intérêt à faire disparaître des artisans comme vous. Simplement, ça demande un petit peu d'intelligence, de sortir du train-train habituel de on a un contrat, on a un devis, on a une visibilité, donc on applique, et de se dire comment on fait en pratique, tous les jours, au quotidien, pour aider les entreprises à continuer à nous servir et faire un boulot magnifique comme on le fait en France. Allez-y, Michel, je vous en prie. Le débat est ouvert. Merci, je suis convaincu, vous le savez. On parle du délai de paiement, mais il faut parler du délai du chantier. Parce que si je n'ai pas le matériau, je ne le fais pas. Donc je mets toute la profession, je vais dire, en difficulté. Parce que vous commandez votre chantier, vous en avez besoin dans 6 mois, vous voulez qu'il soit fini. Si je n'ai pas le matériau, il est fini dans 9-10 mois, suivant l'utilité que c'est. Si vous êtes un entrepreneur qui a besoin de votre bâtiment pour mettre des outils dedans, c'est très compliqué. Donc là, à ce moment-là, moi, je deviens très critiquable et je n'ai plus beaucoup d'armes pour me défendre. C'est là le compliqué. Donc il y a le délai de paiement, il y a le délai du matériau et la probabilité pour que le chantier se passe bien jusqu'à la fin. On va poursuivre le débat parce que je sais notamment qu'il y aura peut-être des éléments de réponse là, mais il y a quelqu'un que je ne voudrais pas faire attendre, c'est Olivier Ballas qui est en duplex de son entreprise Ballas Textile. Je ne le vois pas encore, j'espère qu'il est là. Ah oui, il est vraiment tout petit, hein. Ah oui, Olivier, j'espère que vous êtes plus grand en nature. Hein. Vous êtes en duplex dans l'entreprise qui porte votre nom et vous êtes dans la région lyonnaise, un vrai champion du textile, notamment dans le domaine du vêtement de sport. C'est un secteur où il faut sans cesse réinventer. Là, je vous ai complètement perdu, donc je ne sais pas si vous êtes dans votre showroom. J'espère que vous m'entendez. Oh là là, voilà, vous êtes dans le showroom. On va aller à l'essentiel, Olivier Ballas. On va pas tellement le temps de parler de votre entreprise, même si vous voulez en dire 2 mots, bien évidemment, parce que je sais que vous avez eu des difficultés, mais que maintenant vous êtes dans une véritable croissance. Et ensuite, vous nous direz comment vous gérez cette question des délais de paiement, sur la façon dont ils peuvent être une clé de la relance. Et surtout, vous êtes intéressant parce que vous êtes dans un écosystème intéressant. Vous me disiez dans la préparation que vous avez même des fournisseurs qui peuvent être actionnaires. Expliquez-nous tout ça. Je vous laisse la parole quelques minutes, parce que comme je ne vous vois pas, je vous fais une confiance absolue, Olivier. Alors, bonjour Rachid, moi je vous vois bien, je me vois aussi, donc je pense que vous devrez pouvoir se voir. Ah, ça y est, je vous vois. Alors je fais 1m98, donc oui, je me lève, effectivement. Alors donc deux mots de l'entreprise pour commencer, Olivier.
Voilà, donc en quelques mots, alors tout d'abord un petit historique, c'est vrai que le textile est passé par des phases hautes et basses. On a été dans le siècle dernier un des acteurs prédominants sur l'industrie. On a ensuite eu une activité qui a été beaucoup impactée par des délocalisations, par des réductions de personnel importants. Aujourd'hui, on a une activité qui représente 65 000 personnes en France et 18 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous dis ça parce que je suis aussi président de l'Unitex, donc qui est l'Union des industries textiles pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région en France pourvoyeur d'emploi dans le textile. Donc on est sur un système très performant en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des besoins. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je vais essayer d'être rapide et concis. Donc en quelques mots, Ballast Textile est sur quel domaine d'activité? On est sur le domaine du sport, mais pas que. Nous sommes aussi sur le domaine du tissu technique pour la protection individuelle, civile et militaire. Donc, on connaît un petit peu le sujet des appels d'offres et de la plateforme Chorus. On est aussi présent dans la mode et le luxe. C'est là où on fait un grand écart. On a, comme beaucoup d'entreprises sur le territoire, travaillé longtemps vertical et aujourd'hui, on travaille en transverse. Notre entreprise, c'est 15 salariés en interne avec un pôle gestion de production, R&D, innovation extrêmement important. On a d'ailleurs un projet territoire industrie en cours pour développer encore notre plateforme R&D. Nous investissons 4% de notre chiffre d'affaires annuellement sur la R&D. Nous avons 90% de sous-traitance en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des étrangers qui sont à Troyes, pour vous dire jusqu'où on va, et un petit peu en Italie, en Espagne. Donc, on est vraiment sur un réseau extrêmement proche de sous-traitance, avec, comme vous l'avez dit, un système de participation croisée, c'est-à-dire que nous sommes dans le capital de certaines entreprises, notamment les unités de transformation type teinture, pour justement soutenir ces entreprises. Et en étant à plusieurs industriels minoritaires, on arrive comme ça à remplir à 80% l'entreprise, à lui donner de la crédibilité auprès des banques et à suivre une stratégie d'investissement et d'amélioration continue des systèmes de production. Et par ailleurs, on a des industriels qui font partie de mon pôle d'actionnaires, ce qui permet aujourd'hui d'être présent sur plusieurs types de marchés, d'être crédible et d'avoir traversé pendant 20 ans, puisque je suis issu d'une famille du textile, mais qui malheureusement à la troisième génération avait quelques difficultés. Et j'ai recréé une entreprise en 2001 en m'appuyant sur l'histoire tout de même de ma famille, puisque j'ai un arrière-grand-père qui fournissait l'armée française avec des tissus pour les pilotes d'avion, qui a créé aussi un produit qui s'appelle la viscose avec Hilaire Chardonnay. Et donc derrière, j'ai voulu reprendre cette histoire d'innovation, mais en m'adossant à un pôle de sous-traitants et au savoir-faire de la région. Et c'est très souvent le cas dans la région, d'ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça, en s'appuyant sur les savoir-faire. Et chacun, avec sa maîtrise, peut nous permettre d'être force et force de proposition et apporter de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ça représente à peu près une vingtaine de sous-traitants avec 250 salariés qu'on fait vivre à plusieurs. Donc, on n'est pas dans un système mono-fournisseur, mono-client et mono-système. On fait 80% à l'export, donc ça aussi c'est important. Ça veut dire qu'on a aussi une visibilité à l'export qui est très forte. Et on a, comme beaucoup, 25 des plus gros clients qui représentent 70% de notre chiffre d'affaires. Olivier, une dernière question, parce que comme vous êtes loin, j'ai un peu de mal à vous interrompre. La moyenne de délai de paiement chez vous, elle est de combien? Et puis finalement, est-ce que le secret que vous avez réussi à mettre en place, c'est tout simplement qu'en fait, vous avez un écosystème autour de vous. En fait, vos fournisseurs, vous les connaissez tous. Ce sont en même temps, vous êtes parfois client, vous êtes parfois fournisseur. Donc, à la première question, le délai de paiement chez vous? Alors, le délai de paiement était assez équilibré sur 2020 et on était à peu près à 60 jours de délai de paiement, que ce soit au niveau fournisseur et au niveau client. Malheureusement, comme on est beaucoup à l'export, on a certains clients importants à l'export qui profitent de leur croissance interne pour augmenter les délais de paiement et peut-être financer leur croissance interne avec leurs fournisseurs. Et on a une marge de manœuvre et une marge de discussion assez compliquée.
Et là, je rebondirai sur les sujets de la médiation. C'est que malheureusement, quand on est à l'international, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Donc on a mis un plan d'action par rapport à tout ça pour pouvoir réduire nos délais de règlement. Donc, vous le voyez à l'écran, on a su réduire nos délais de règlement entre 2020 et 2021 et essentiellement aussi le nombre de jours de retard par rapport à nos factures. Donc, très souvent, on est sur des problématiques inférieures à 10 jours. Donc, on a essayé vraiment de travailler là-dessus. On a mis des plans d'action. On est une entreprise qui est PME. Ce que j'ai entendu tout à l'heure et ce que je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait d'être PME et TPE compatibles. C'est vraiment très important. Tout ce que vous voulez mettre en place, et au niveau de la dématérialisation, nous travaillons depuis 2 ans sur un système dématérialisé. On est une PME, ça a été long à mettre en place. On est bienveillant avec notre écosystème aussi, et ça a été dit juste précédemment, c'est que la clé du succès, c'est cette bienveillance entre nous qui fait que autant les risques sont partagés, mais les réussites sont aussi partagées. Et ça, c'est extrêmement important si on veut que ça fonctionne. Mais je rejoins aussi l'angoisse des TPE, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez une structure où vous avez très peu de ressources à mettre à disposition de ces systèmes de dématérialisation et de factures électroniques, c'est compliqué. Nous, on a fait un choix, c'est de pouvoir investir pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir être en phase avec notre stratégie. On est par ailleurs ISO 9001 et ISO 14001, donc c'est ce qui nous a aussi aidé à peut-être passer des étapes, à se structurer. Et quand vous allez dans une TPE plus petite, vous allez avoir ces problématiques-là. Donc voilà, il y a cette difficulté pour nous à travailler entre le client qui a pour certaines fois une taille bien plus importante que la nôtre, puisqu'on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'en face de nous, on a parfois des entreprises qui feront plus d'1 milliard d'euros. Donc voilà notre difficulté. Merci infiniment, Olivier. Merci du temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Avec nous, au siège du MEDEF, Stéphane Legendre, directeur financier et performance chez GRDF. J'ai l'impression que vous tenez au fait que les 2 mots sont associés, financier et performance. Dans un groupe comme celui que vous représentez, et vous allez nous donner quelques notions chiffrées, on se sent particulièrement responsable en matière de délai de paiement. Et d'ailleurs, si j'ai bien noté, au début de la crise, en mars 2020, vous vous êtes donné comme objectif de payer comptant tous vos fournisseurs, c'est ça? Oui, alors, je vais remonter en arrière. Alors, on n'était pas les meilleurs du monde sur les délais de paiement fournisseurs, on n'était pas les pires non plus. Voilà, alors oui. Alors déjà, les principaux chiffres de GRDF, vous connaissez tous GRDF, je suppose, c'est la distribution de gaz en France. Il n'y a qu'un seul slide. Voilà, oui, donc... J'ai essayé de faire concis. Donc voilà, oui, donc c'est la distribution de gaz en France. Donc on a à peu près 11 millions de clients. On a 9686 communes desservies. Donc, alors on a 5600 contrats de délégation de services publics, puisqu'il y a des regroupements de communes. Donc avec un réseau qui fait plus de 200 000 km. Les chiffres qui nous intéressent aujourd'hui, on traite à peu près 250 000 factures par an. Et on a à peu près 5500 contrats avec 2500 fournisseurs réguliers, parce qu'il y a toujours des fournisseurs avec lesquels on a moins de contacts. Alors après, sur le côté, vous avez plutôt le chiffre d'affaires et aussi notre côté vert, avec un enjeu fort de verdissement du gaz, et notamment la promotion du biométhane, qui pour nous est l'avenir du gaz. Oui, donc ce que je disais, on n'était pas les meilleurs élèves, mais on n'était pas les pires non plus. On est parti d'une photographie 2018 où on avait à peu près de 4% de factures hors délai. Alors c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit avant. On n'était pas mauvais élèves parce qu'on voulait gérer notre trésorerie. Parce qu'en même temps qu'on avait 4% de factures hors délai, on avait aussi 13% de factures payées avant le délai normal de paiement. Ce qui fait que voilà, on ne manageait pas spécifiquement les délais de paiement fournisseurs. On traitait les factures et celles qui étaient en défaut, et celles qui pouvaient aller plus vite, allaient plus vite. Voilà, donc alors les causes étaient nombreuses. On retrouve les causes qu'on a entendues tout à l'heure. Des factures qui sont datées et qui sont envoyées avec délai, qu'on reçoit avec une vingtaine de jours. Forcément, dans le système, ça devient plus compliqué à traiter. Après, on a aussi notre part de responsabilité, un chantier où on met du temps avec notre fournisseur à s'entendre sur la réception. Lui, il a fait sa facture et il attend aussi pour nous la transmettre, qu'on donne tout. Donc il y a dans la plupart des cas des responsabilités partagées. Voilà, donc on a fait le constat de tout ce qui allait pas bien. On a commencé à travailler sur 2019 à comment le faire autrement,
comment payer mieux. Alors est arrivée la crise Covid. Alors effectivement, en tout début de crise, on a décidé de changer un peu notre mindset pour aider nos partenaires à passer le cap de cette crise. On a essayé de refondre la manière de travailler et de traiter les factures, parce tous nos comptables étaient à domicile. Et on a essayé de faire un système où toutes les factures qui arrivaient étaient payées, quel que soit leur niveau d'avancée, quelle que soit la réception qui était effectuée dans nos outils, pour permettre à nos prestataires de continuer à tenir pendant cette crise. Et effectivement, pendant les 9 mois où on a fait ça, on a payé à peu près, je crois que c'est 72 000 factures pour un peu plus de 1000 fournisseurs, et pour un montant de 436 millions d'euros. Voilà, donc on a fait perdurer ça. On a aussi, pendant ce temps-là, supprimé toutes les pénalités sur les contrats. Donc il n'y avait plus aucun contrat qui donnait lieu à des pénalités pour retard ou quels que soient les autres sujets. Et voilà, et on a facilité aussi la transmission des factures, alors non pas totalement dématérialisées, mais par PDF, puisqu'on travaille avec DocaPost, qui fait partie des noms qu'on a pu voir en dessous. Et voilà, on facture avec DocaPost qui scanne nos factures et qui les rentre dans notre système. Et donc effectivement, le fait de les recevoir par PDF, ça a évité de les perdre dans les méandres d'une société qui a 11 000 collaborateurs et plein d'agences disséminées en France. Et 2, ça permettait de les traiter tout de suite pour un paiement rapide. Et donc, c'est ce qui vous a permis d'être labellisé, finalement. Alors, c'est qu'une étape. Oui. C'est qu'un facteur, effectivement, qui nous a permis d'avoir le label que nous avons eu début septembre. Voilà, donc oui, on s'est engagé avec nos fournisseurs. Et il paraît que vous l'avez eu à l'unanimité, c'est vrai ça ? Exactement, oui, apparemment, c'est ce qui m'a été dit en tout cas. On l'a eu à l'unanimité. L'ambition va beaucoup plus loin que le simple délai de paiement fournisseur. En fait, on a des problèmes. Vous en avez beaucoup parlé aussi au début. On a des problèmes de matières premières, on a des problèmes de formation, on a des problèmes de sécurité aussi. La sécurité des prestataires, c'est important aussi. Et donc, on a souhaité effectivement construire des relations avec nos prestataires plutôt que d'avoir une simple relation client-fournisseur. Et donc, en donnant de la visibilité sur qu'est-ce qu'on va dépenser. Comme vous le voyez, on dépense plus d'1 milliard d'euros d'investissement par an. Donc là, c'est le chiffre 2020, mais cette année, on devrait être à 1,2 milliard. Donc voilà, donc on a beaucoup d'enjeux de développement de notre réseau, de développement des gaz verts. On a besoin de créer des partenariats aussi pour avoir des équipes qui soient disponibles pour travailler avec nous. On a des problèmes de formation, on a des gros dossiers sur les Hauts-de-France. Bref, on essaie d'anticiper les choses pour créer des équipes chez nos prestataires, pour faire de la formation gaz. Voilà, donc c'est une réelle ambition de fédérer un peu tous les étages. Deux petites questions d'actualité. On parle beaucoup de hausse des matières premières, en particulier de tout ce qui est énergie. Comment ça vous impacte ? Alors chez nous, la hausse d'énergie ne nous impacte pas du tout parce que nous, on fait que du transport, que de l'acheminement du gaz. C'est le réseau, oui. Après, on subit, comme tout le monde, du point de vue investissement et dépenses, la hausse des matières premières. Alors, avec nos prestataires, là encore, on a suspendu toutes les pénalités. Parce que on a jugé que la période n'était pas à ce genre de relation avec eux. Deuxièmement, pour tous nos fournisseurs qui travaillent avec les matières premières, on a mis un système d'indexation mensuelle. Donc en fonction des indices qui sont parus, comme ça, on essaye d'être au plus près des coûts des matières premières pour ne pas laisser nos prestataires quelque part au milieu du gué avec des pertes. Parce qu'encore une fois, in fine, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il n'est plus là. Et quand il n'est plus là, ça devient très compliqué d'en trouver d'autres qu'il faut former, puisqu'on n'intervient pas sur un réseau gaz comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, on continue malgré tout le soutien, alors un peu différemment que de pendant la crise, mais on essaye de discuter avec eux et de trouver les meilleures solutions pour que eux et nous en sortions ensemble. Et une toute dernière question, je sais que vous auriez envie de nous parler de biométhane, etc., mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Mais je sais que ce sont des choses, la transition énergétique, je suis bien d'accord avec vous, elle a une relation avec tout ce qu'on s'est dit ce matin. D'un mot, le label, vous l'avez pour combien de temps ? Alors le label, sur ce que je pense, c'est 3 ans, mais il y a des tests annuels pour voir qu'on continue de respecter ce sur quoi on s'est engagé pour l'avoir et ce sur quoi on s'est engagé pour continuer de l'avoir. Donc voilà, donc c'est 3 ans, mais malgré tout, on a ces tests au bout d'1 an et voilà, on fera tout ce qu'il faut, bien évidemment, pour le garder. Merci beaucoup, on vérifiera. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Bénédicte, merci Michel, merci Stéphane. Je vais vous laisser regagner la salle parce qu'on va se diriger vers la conclusion, comme l'on dit. Et je vais rester Jérôme va se joindre à nous, peut-être, Jérôme Mandrion. Je vais demander à Eric de se rapprocher de nous, là. Tu es un peu loin, là. Quelle matinée chargée.
Je vais faire comme dans les débats présidentiels. Tout à l'heure, c'est Charles qui a commencé. Cette fois-ci, c'est Eric qui commence. Ou qui commence la conclusion. Oh, tu as. Et surtout, il te faut surtout un micro. Il faudra mesurer le temps. Voilà. Je ne voudrais pas qu'il parle quelques secondes de plus que moi. Hein. Non, on va mesurer ça de très près. Plus sérieusement, Jérôme nous rejoint pour la conclusion également. Au début de la matinée, Eric, tu nous disais un peu tes attentes. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu beaucoup d'échanges d'informations et d'avoir rarement été aussi près du concret de ce que c'est que les délais de paiement et la façon dont on les respecte. Oui, tu as raison, et c'était bien c'était bien l'objectif des assises de manière générale, c'est d'être aux prises avec le réel. Ça, je pense que c'est une caractéristique qu'on a eue depuis le début avec tous nos intervenants qui sont ancrés, j'allais dire, dans la réalité économique. Sinon, si on me demandait, il y a beaucoup évidemment d'enseignements ou de réflexions qu'on pourrait tirer de ce qui s'est passé ce matin. Mais si on regarde vers l'avant en même temps. Hein, oui. Si on regarde vers l'avant, je dirais, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent. C'est tout faire pour favoriser l'appropriation des outils digitaux. Ça me paraît vraiment une des grandes leçons de ce matin. Voilà, il faut que les entreprises puissent tirer tout le parti des outils digitaux. Il y a des enjeux de coût, tout doit être proposé au meilleur coût et pour des services toujours meilleurs. Voilà, ça, je pense que c'est un axe qui se dégage de manière très forte ce matin. Et puis après, parce que bon, on est sur le sujet quand même des délais de paiement, c'est le rappel des règles. Alors on sait bien, on a vu encore dernièrement avec monsieur qui travaille dans le bâtiment, qu'il y a des situations particulières et qu'il faut continuer à traiter au cas par cas. Le ministre d'ailleurs, le ministre de l'économie en a parlé la semaine dernière. Donc évidemment aussi beaucoup de souplesse encore pendant cette période. Oh là. Voilà, je m'arrête là. Oui, il était temps que ça s'arrête. De toute façon, je n'ai plus de feuilles. Charles, la conclusion, et puis on laissera le mot de la fin à Jérôme qui nous donnera les prochains rendez-vous. Charles Battista. Mais moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de conclusion. Parce que ça démarre maintenant. On sort d'une crise. Cette crise a eu des impacts. On nous avait annoncé, certains oiseaux de mauvais augure nous avaient annoncé un tsunami de faillites. On s'aperçoit qu'on a moins de faillites. Merci à l'État qui a soutenu. Merci aux banques qui se sont mobilisées. Merci à la médiation d'être intervenue quand il fallait intervenir, et vous le faites encore. Et puis, je pense que maintenant, il faut être attentif, il faut accompagner les entreprises, les accompagner dans la digitalisation, ça a été dit, parce qu'il faut faire attention, les plus petits risquent de se retrouver dans des difficultés compliquées, et voire peut-être y laisser leur peau. Excusez-moi, j'emploie des termes simples, comme ça tout le monde comprend. Et parfois, ils sont un peu chocs, peut-être un peu trop, mais ça fait rien, comme ça, on est sûr de bien comprendre. Alors, on nous dit, pour améliorer tout ça, on va peut-être modifier la législation des délais de paiement. Il est surtout urgent de ne rien toucher. Les entreprises ont à faire face aujourd'hui à des tas de réglementations. Je pense qu'il faut les laisser souffler, il faut les accompagner, il faut les accompagner dans les mois et les 3-4 années qui vont arriver, qui se présentent devant nous, parce que ça va devenir extrêmement compliqué. Les remboursements des dettes, elles sont là. Il y a eu des emprunts, il y a eu du soutien, mais il faut rembourser. L'augmentation des prix des matières premières. Tout ce qui a été cité ce matin. Si en plus on leur en met encore une couche sur la tête en disant la digitalisation, on est pour, on est favorable, on sait que ça va faire gagner du temps, mais il faut laisser le temps au temps. Voilà. Donc, ça commence maintenant. Voilà, ça commence maintenant, et mon cher Jérôme, c'est à toi qu'appartient le mot de la fin. D'avoir le mot de la fin et des rendez-vous suivants. Je te ferai juste remarquer que nous sommes en avance. Et tout à fait, donc on a rattrapé, c'est merveilleux. En tout cas, ainsi s'achèvent ces assises. Vous étiez plus de 500 à suivre ces assises ce matin, donc c'est vraiment un beau succès et j'en suis très très heureux. Les sujets abordés ont été très riches. Merci Rachid de m'avoir accompagné à préparer ces sujets, mais on a beaucoup échangé et c'était un vrai plaisir. Un grand merci bien sûr au MEDEF et au président délégué qui nous a accueillis ici.
la présence aussi, bien sûr, de la présidente de l'Observatoire des paiements. Merci, mon cher Pierre, de ta présence jusqu'au bout. Et Frédéric également, les deux médiateurs qui ont suivi ça avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûr. Bien sûr, merci aussi à Madame la vice-présidente de la CPME et aux représentants de la CAPEB. Nos différents intervenants, c'était vraiment très bien. Ils ont été d'excellente qualité. Donc, vraiment, je souhaitais aussi les remercier. Et puis, je voudrais surtout pas qu'on oublie nos partenaires, parce que nos partenaires sont des gens qui nous accompagnent fidèlement. Ils sont présents à nos côtés. Et, ils mettent en avant leurs innovations. Vous avez l'ensemble des logos des partenaires ici. Et ils nous sont très précieux. Je rappelle que sur le site délai-de-paiement.fr, vous pouvez trouver des webinars de présentation de leurs services. Vous pouvez trouver un certain nombre d'informations. Je vous invite à aller sur ce site. Enfin, un remerciement bien sûr à Rachid Arabe pour avoir animé avec brio ces assises. Et puis, comme toujours, comme média, un grand merci pour son accompagnement sans faille. Merci à Alexandre Escalia et à Dominique également. Absolument. Et à Comédien en règle générale. Alors, les prochaines assises, on en est très fiers. Les prochaines assises auront lieu en Guadeloupe, puisque début décembre, si la crise sanitaire, bien sûr, nous le permet, nous aurons des premières assises le 2 décembre en Guadeloupe. Et ça augure d'autres assises, puisqu'on va avoir vraisemblablement aussi des assises à La Réunion sur le premier trimestre 2022. Et vous aurez en 2022, comme nous l'avons fait en 2021, des assises régionales. Nous continuerons à porter la bonne parole, à échanger, à avoir des témoignages d'entreprise. Un grand merci pour votre présence et bonne journée. Merci à tous. Une belle après-midi et bon appétit à tous. Au revoir.